Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Surfing Bitcoin. Maintenant, on va passer à la troisième partie, je sais qu'il te tient à cœur, c'est justement, la surveillance légale, donc l'État, finalement qui, est censé, nous protéger et qui va mettre en place un certain nombre de mesures qui, par essence, en tout cas par nature, sont censées être positives. En tout cas, on ne peut pas dire que la démarche initiale est mauvaise, du régulateur, mais effectivement, on arrive, à des logiques de surveillance de masse et finalement une mise en danger des clients. Donc ce qui, quelque part, est, un petit peu, contradictoire par rapport à la volonté, initiale. J'aimerais revenir justement, on en a rapidement parlé, tout à l'heure, mais donc moi, je suis directement concerné, hein, parce que je dirige une plateforme, qui s'appelle Stackinsat, et qui est soumise à la réglementation. Donc effectivement, on a tout un tas, de réglementations et de contraintes légales à respecter. Et dans le cadre, de nouvelles lois qui nous ont été imposées, on a cette fameuse Travel Rule. Est-ce que très rapidement, tu peux nous expliquer en quoi elle consiste et quels seraient potentiellement les dangers liés à la mise en application de cette loi qui, je le rappelle, est déjà en application depuis le 1er janvier de cette année, 1er janvier 2025? Est-ce Ouais. Alors, faut rappeler l'empilement réglementaire. Il y a déjà une réglementation dont on a parlé, c'est KYC, Know Your Customer, donc qui demande l'identité et la domiciliation de tous les clients des plateformes, hein. Ça, c'est la partie KYC. Il y a la partie dite AML, Anti-Money Laundering, qui nécessite de vérifier l'origine des fonds qui sont déposés sur la plateforme. Donc ça, c'est pour le blanchiment, d'argent, parce que là, tu as utilisé de l'anglais, donc au cas où, c'est Exactement. effectivement pour se protéger contre le Pour blanchiment. se protéger contre le blanchiment. Donc, en théorie, les plateformes doivent examiner l'origine de tous les fonds qui sont déposés sur la plateforme, effectivement. Plus récemment, donc la Travel Rule, qui est rentrée en même temps en application que MiCA. Alors, c'était au 31 décembre 2024, je crois, pour être plus précis, et Oui, pas qui est au pas le 1er 1er janvier, décembre pardon. 2025. Mais on est à un Ah, jour près, ouais, mais voilà. ouais. La Travel Rule, l'idée, c'est de référencer tous les portefeuilles avec lesquels la plateforme interagit. Et c'est-à-dire à demander à l'utilisateur, est-ce qu'il s'agit d'une adresse cryptoactif personnelle? Est-ce qu'il s'agit d'un virement à un tiers, par exemple? Est-ce qu'il s'agit d'un virement à un professionnel? Quel est le nom de la plateforme s'il s'agit de ce professionnel? Donc de référencer l'ensemble des adresses depuis et vers lesquelles des fonds sont envoyés en fiat ou en crypto, puisque en fiat, ça existait déjà plus ou moins, la réglementation, mais elle a été en fiat monnaie fiduciaire et en Mmh. crypto-monnaie maintenant, qui référence donc les comptes externes à la plateforme. C'est aussi un petit peu, si on fait le parallèle, comme si votre banque vous demandiez quels sont tous les comptes bancaires que vous avez dans d'autres établissements, et si même vous avez des liquidités chez vous sous votre matelas, ce qu'on appelle donc en non dépositaire, hein, que vous possédez en propre, autrement dit. Et pourquoi expliques-tu que, le régulateur ait, souhaité nous imposer ce type de quel est leur objectif? Alors honnêtement, là, je vais un peu sécher parce que je connais pas réellement l'objectif. Je pense que c'est simplement un parallèle avec ce qui existe un petit peu dans le monde fiduciaire, mais qui est même poussé à son extrême. Puisque comme je faisais le parallèle, ça nécessiterait aussi de déclarer ce qu'on a chez soi comme œuvre d'art, comme bien qui est de la valeur, comme lingot d'or, comme liasse de billets ou autre, puisque là, on est non dépositaire et on peut très bien posséder des crypto-monnaies, des crypto-actifs de manière non dépositaire sur un portefeuille chez soi, sans que ça soit géré par une entreprise. Et dans ce cas-là, d'autres entreprises, a fortiori, qui n'ont pas la gestion de ces comptes-là, n'ont normalement pas de droit de regard dessus, puisque elles n'ont pas de responsabilité vis-à-vis de ces portefeuilles. Alors moi, je dirais quand même, pour répondre à ma propre question, que leur objectif, c'est toujours, en théorie, de protéger, le consommateur, protéger l'épargnant et donc on va surveiller au maximum, encore une fois, je me positionne en tant que régulateur, surveiller au maximum, finalement le consommateur ou l'épargnant pour le protéger. Ben, moi, je Et vois pas donc, en quoi ça le protège, pour ben être très voilà, mais je honnête. suis d'accord avec toi, mais en tout cas, c'est, j'imagine, en tout cas,
l'objectif initial est évidemment éviter justement le blanchiment d'argent. C'est pour ça qu'ils veulent surveiller tous les flux et la Travel Rule notamment sur la surveillance des flux crypto Bitcoin. Donc maintenant qu'on a dit ça, pourquoi est-ce que selon toi cette surveillance accrue euh, n'est pas bien? Première question. Et deuxièmement, dans quelle mesure est-ce que c'est un risque pour le consommateur? Mhm. Alors moi, je vois justement l'autre côté. Je ne vois pas bien en quoi ça protège. Très honnêtement, je vois plutôt le besoin de flicage éventuellement. C'est-à-dire de recenser tous les comptes qui appartiennent à un utilisateur. Pour ça, c'est parfaitement utile, effectivement. Mais je vais répondre à ta question d'une autre façon, peut-être Mhm. même, c'est que j'ai travaillé avec Europol. Et Alors, Europol, Europol, ouais, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est en notre Europol, qui audience? est la police européenne, mais qui se charge de la grande criminalité. C'est-à-dire, ce n'est Ok. pas les polices nationales qui vont gérer les contraventions, les délits. Là, on parle de grande criminalité, c'est trafic d'armes, trafic d'humains et trafic de drogue. Voilà, mais multinational, hein, c'est les gros gros trafics, c'est pas le petit délinquant dans son Ok. quartier. Donc j'ai travaillé avec Europol pendant quelques années, et bien avant la Travel Rule, ils arrivaient déjà, bah, par exemple dans le cas des demandes de rançon, mais plutôt les rançongiciels, un ransomware, pas les demandes Mhm. physiques de rançon qu'on a connues récemment, mais ils arrivent à remonter 80% des fonds qui sont collectés par les rançongiciels, les ransomware. Et ils arrivent à identifier dans quel portefeuille de qui ça va et de récupérer les fonds ensuite. Bah, quelque part, de ce point de vue-là, tu les comprends alors, du coup, d'avoir Oui, cette mais traçabilité. avant la travel rule, Ok. arriver déjà à démanteler 80% justement des gangs de ransomware Ok. sans ces moyens de travel rule. Parce que, bah, on le sait, la blockchain n'a rien d'anonyme, elle est pseudonyme et les transactions sont déjà très traçables et parfois même, pour certains actifs, sont même gelables à distance, hein. Donc on a déjà ce double outillage qui est très utile pour les forces de l'ordre. Et 80% de taux d'élucidation pour les gangs de ransomware, c'est énorme, c'est plus que dans la criminalité classique. Ok. Donc on ne vienne pas nous dire qu'on a besoin d'outils supplémentaires, sachant que le taux d'élucidation est meilleur et qu'en plus, proportionnellement, la criminalité ou l'activité illicite sur les cryptoactifs, elle représente une toute petite partie de l'ensemble de la criminalité, puisque selon les chiffres et selon les années, on est entre 0,1 et 0,4% de trafic illicite sur les cryptoactifs. Ce sont des chiffres de Chainalysis notamment, mais que Europol reconnaît. Et j'ai travaillé aussi avec la gendarmerie nationale et ils sont complètement d'accord là-dessus, sur le fait que c'est même difficile à mesurer tellement c'est faible, cette criminalité, sur les cryptoactifs. Donc on a déjà quelque chose qui est extrêmement faible en pourcentage, 1000 fois plus même en volume probablement. Et en plus, où les taux d'élucidation sont bien meilleurs que dans la criminalité classique et physique, justement, grâce à cette traçabilité-là. Et donc, avant la Travel Rule, on avait déjà 80% des gangs de ransomware, par exemple, qui utilisaient des crypto-monnaies, qui étaient remontés comme ça. Ok. Moi, la Travel Rule, je vois juste un intérêt plutôt pour les gouvernements de lister toutes les adresses et tous les comptes de cryptoactifs sur toutes les plateformes. Je vois plutôt un intérêt patrimonial pour l'État, plus qu'un intérêt pour régler des problèmes de délit ou de J'irais criminalité. même un intérêt fiscal. Oui, c'est ça, patrimonial, fiscal, Voilà. exactement. Et là, par contre, moi, surtout le très mauvais côté que je vois à ça, parce qu'il faut Mhm. toujours peser le pour et le contre dans Exactement. une loi, et je pense que le législateur n'a pas fait son travail là-dessus, au niveau de la proportionnalité de la loi notamment, c'est que, on parlait des fuites de données, je ne sais pas si tu as regardé, mais depuis un an en France, on a littéralement une grosse fuite de données dans une entreprise française de taille majeure toutes les semaines. Toutes les semaines depuis le mois de septembre, je regarde, il n'y a aucune exception. C'est que des fuites de données, y compris dans les services de l'État, hein, parce qu'on peut citer Pôle emploi qui a été victime de fuites de données. On peut citer plein d'organismes d'État qui eux-mêmes ont été victimes de fuites de données. Donc même l'État, il n'est pas du tout irréprochable. Mais par exemple, malheureusement, l'adresse de la fille de Pierre Noisa qui a été victime voilà, d'un braquage à domicile et d'une tentative d'enlèvement. Malheureusement, bah, elle traînait sur le darknet parce qu'elle avait fait ses courses sur un site e-commerce 2-3 mois avant, hein.
Voilà, malheureusement. Et je pense que d'ailleurs la proximité de la date n'est pas du tout un hasard, hein. C'est que avant, effectivement, semblerait-il, elle avait une très bonne hygiène numérique et il y a une fuite qui est apparue 2, 3 mois avant, malheureusement, avec toutes ses coordonnées et son adresse complète, hein. Donc voilà. Moi, le vrai risque, c'est vraiment ça, c'est la fuite de données. C'est plus on collecte de la donnée, plus on est obèse sur la donnée, ben, plus les conséquences d'une fuite de données vont être violentes. Et notamment quand on collecte de la donnée très personnelle, à savoir l'adresse de domicile de la personne et tous ses comptes crypto, eh ben, la blockchain étant complètement transparente, on connaît exactement à l'instant T le montant de son patrimoine et donc on sait demander au centime près la rançon à lui demander si on l'enlève, puisqu'on a l'ensemble de ses comptes et donc l'ensemble de ses actifs numériques, et on peut précisément savoir combien la victime elle a d'argent à un instant T, et on sait où la trouver physiquement puisqu'on a son adresse. Et ça, c'est vrai que Donc c'est le crime parfait en fait. On connaît c'est comment maximiser en fait le montant de la rançon si on enlève la personne. c'est vrai que quand tu nous racontes ça, c'est vrai qu'on peut le voir de manière totalement hallucinante. Et ça, malheureusement, j'ai l'impression que peu de personnes sont conscients de ça. Bah, le Euh, législateur, très clairement, n'a pas conscience de ça. Et pour moi, c'est extrêmement dangereux. C'est une mise en danger Complètement, de plein de citoyens de collecter ces données-là, complètement. de les connecter à plein d'endroits différents où on n'a aucune idée du niveau de sécurité et d'être sûr à 100% qu'un jour ou l'autre, la donnée va fuiter. Parce qu'après, l'État, pour se défendre, qu'est-ce qu'ils vont dire? Oui, mais attention, nous sommes l'État, on a des dispositifs de Mais là, il ne sécurité s'agit pas d'État. militaires, Il ne s'agit etc. pas d'État puisqu'on demande à des entreprises privées de collecter ces Exactement, informations-là. exactement, Donc, ce exactement. n'est pas l'État qui les collecte. Voilà, donc c'est vrai que ce risque-là est majeur et finalement, on ne sait pas derrière où sera centralisée cette donnée. Donc effectivement, et où est-ce qu'elle sera Alors, centralisée? elle sera pas toujours centralisée. Elle va traîner dans plein de bases de données de plein de tous les fournisseurs de services autour des crypto-monnaies que vous utilisez, que ce soit des cartes bancaires, des places d'échange, des endroits où vous achetez, des endroits où vous stockez, hein. On l'a vu également avec la fuite de Ledger, entre guillemets, ne vend pas de crypto-monnaies, mais permet de stocker ces crypto-monnaies. Mhm. Eh ben, c'est une fuite d'un fichier marketing, mais qui a quand même un impact énorme puisqu'on a les adresses des gens qui possèdent des cryptos chez eux. Voilà. Et là encore, c'est un souci. Donc même au-delà de la législation, il y a déjà beaucoup trop de collecte pour en plus imposer encore davantage de collecte à encore davantage d'organismes et donc maximiser à la fois la probabilité que ça fuite puisqu'il y a plus d'acteurs qui collectent de la donnée, mais en plus d'augmenter l'impact de la fuite puisqu'on collecte plus de données à chaque fois encore. C'est ça. Alors, évidemment, je suis parfaitement d'accord avec toi. Et quelque part, pour essayer d'aller plus loin, comment est-ce qu'on peut, nous, se défendre par rapport, en fait, à tout ce qu'on vient de dire, en fait? C'est le consommateur ou l'épargnant, qu'est-ce qu'il peut faire pour lutter contre ça? Est-ce qu'il y a un moyen de lutter contre ça, finalement? Alors, c'est difficile parce que c'est des obligations réglementaires, j'ai envie de dire. Alors, je ne vais pas me faire que des amis, mais si vous voulez vraiment, par exemple, acheter ou vendre des crypto-monnaies sans laisser vos identités, il y a quand même des systèmes pair à pair, hein, d'achat et de vente de Bitcoin, hein, ou d'autres crypto-monnaies et qui se font très bien lors des meet-up, par exemple. Donc, je vous conseille de ne pas le faire n'importe quand, n'importe où, dans la rue, etc. Mais le faire là encore avec des gens que vous côtoyez régulièrement tous les mois, donc dans des meet-up Bitcoin. Il y en a partout en France. Et c'est un lieu où vous pouvez acheter ou vendre du Bitcoin sans laisser votre identité. Voilà, c'est pas des quantités Mmh. astronomiques évidemment, mais il faut savoir qu'il y a cette piste-là et il y a des plateformes aussi de vente, hein, en pair à pair. Donc ça, c'est une première piste, on va dire. Seconde piste sur les sites e-commerce, bah, essayez de faire des livraisons en point relais. Il y en a de plus en plus maintenant, donc soit chez des commerçants, soit dans des guichets automatiques ou des armoires automatiques. Ça évite de donner l'adresse de son domicile et que ça traîne sur Internet et que ça fuite un jour ou l'autre. Donc ça peut être bien de se faire livrer voilà, en point relais. Et d'autre part, quand vous avez une auto-entreprise, ce qui est possible de faire, c'est d'acheter une domiciliation. Une domiciliation d'entreprise, ça coûte 10 ou 20 euros par mois. Vous avez une boîte aux lettres qui n'est pas physiquement sur le lieu où vous résidez ou sur le lieu où vous travaillez et qui vous relaie le courrier et qui vous évite au premier niveau au moins une fuite de données de votre adresse de domicile, par exemple. Et mais moi, je parlais aussi plutôt politiquement. Est-ce que finalement, le Politiquement. citoyen
Et donc, après, on va revenir sur la loi narcotrafic juste après. Mais est-ce que le citoyen français peut dire publiquement qu'il est en désaccord avec cette loi et le manifester? Et quels sont ses recours pour le contester? Alors, c'est très difficile pour des lois qui ont déjà été adoptées. Donc, c'est le cas de la Travel Rule parce elle est déjà rentrée en application, malheureusement, donc, il y a 6 mois. Euh, je pense que c'est une action citoyenne, hein, globalement, alors pas uniquement pour la réglementation financière, mais en général, de faire strictement appliquer le RGPD, donc le Règlement général de protection des données, qui est une réglementation européenne, qui s'est inspirée de la loi informatique et liberté qu'on avait en France déjà dans les années 70, je crois. Elle est pas toute récente, hein, de la CNIL, hein, la Oui, Commission nationale informatique et liberté. Donc le RGPD est un peu une extension de ça, qui est plutôt une très bonne chose, puisque le RGPD, grosso modo, vous donne le droit d'accès à toutes les données vous concernant quand vous adressez à un fournisseur, vous autorise à modifier ou à supprimer les données à tout moment. Et normalement, je dis bien normalement, mais c'est là où c'est à géométrie un peu plus variable, mais minimise la collecte de données. C'est-à-dire qu'en théorie, un commerçant qui n'a pas besoin d'une donnée ne doit pas rendre la collecte de cette donnée obligatoire. Je prends un exemple, votre date de naissance. Pourquoi on vous demande de votre date de naissance sur certains sites e-commerce? Honnêtement, je ne sais pas trop. ouais, ouais. Pourquoi on vous demande votre numéro de téléphone? Éventuellement, le livreur en a besoin, mais à part ça, il n'y en a pas forcément besoin. Donc, si vous faites livrer, par exemple, en relais colis, il n'y a pas besoin de votre numéro de téléphone. Parce que après, juste pour revenir sur cette histoire de RGPD versus Travel Rule, c'est que moi, si je dis pas de bêtises, la LCBFT, donc la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, se place au-dessus de la RGPD. Et c'est justement, à ma connaissance, hein, je ne veux pas dire de bêtises, mais la raison pour laquelle la LCBFT sera toujours priorisée par rapport en fait aux libertés individuelles du citoyen. Alors, Si je dis pas de bêtises, alors peut-être juridiquement là. il faudrait demander à un juriste pour est-ce- être précis, mais oui, je serais quand même un peu surpris. Mais mais il me semble. c'est possible qu'elle soit à peu près au même niveau dans la hiérarchie des lois, effectivement. Non. Mais en tout état de cause, effectivement, il y a des exceptions au RGPD qui sont notamment pour la conservation d'informations fiscales pour les États, évidemment. Et pour effectivement l'origine des fonds, etc. Donc, toutes les liasses bancaires, etc., c'est au moins 10 ans effectivement de conservation. Donc, ça rejoint peut-être ce que tu dis. Mm. Mais ce n'est pas valable sur tout, c'est seulement sur quelques informations. Mais de manière générale, en fait, les entreprises collectent beaucoup trop d'informations. Et pas uniquement dans le secteur crypto, je le disais aussi sur Bien les sites sûr. e-commerce ou sur n'importe quoi. Toutes les informations quasiment devraient être facultatives, à part votre login mot de passe, hein, mais en théorie, on n'a pas besoin de vous demander plus d'informations que ce qu'on en a besoin. Et on devrait très clairement différencier les informations obligatoires des informations volontairement données, tout du moins. Et surtout, en principe, si le RGPD était correctement appliqué, tous les ans, si vous n'avez pas utilisé le service, le fournisseur devrait supprimer vos données. Moi, honnêtement, je dois être abonné à peu près 1500 services. J'ai peut-être reçu 5 ou 10 mails de gens qui me disent vous avez été inactif pendant un an. Si vous ne vous connectez pas, on va effacer vos données. Voilà. Bien sûr. C'est une part très, très minoritaire de services sur Internet qui font ça. Avant de conclure ce podcast et parler justement des bons réflexes pour se protéger au quotidien, et quelque part ce sera un résumé et une conclusion de tout ce qu'on s'est dit, j'aimerais justement maintenant aborder un sujet qui te tient à cœur, et je le sais, c'est la loi narcotrafic. Est-ce que tu peux en parler et nous dire pourquoi est-ce que finalement c'est quelque chose qui te tient à cœur, et qu'est-ce que tu as entrepris justement pour lutter contre cette loi? Alors, la loi narcotrafic, c'est son nom court parce que le nom long est très pompeux et complet. Je suis même pas sûr de pouvoir le reciter entièrement. Mais grosso modo, évidemment, comme son nom l'indique, c'est une loi qui a été écrite par 3 sénateurs de gauche, du centre et de droite, hein, donc c'était assez large politiquement parlant, pour essayer d'enrayer le phénomène du narcotrafic en France. Il y a énormément de dispositifs différents, donc je ne vais évidemment pas rentrer dans tous les dispositifs différents parce que la loi est très très longue et très complexe et touche à plein de sujets différents. Mais dans ce paquet de lois, il y a un article crypto qui est passé inaperçu pour nos politiques parce que ça n'a fait l'objet d'aucune discussion
aux assemblées, évidemment. La crypto n'intéressant pas grand monde, on préfère parler de trafic de drogue, c'est tout de suite plus intéressant pour nos chers députés. Mais il y a un article crypto qui a été rédigé donc, par ces rapporteurs et qui est assez scandaleux ou assez discutable même d'un point de vue juridique, mais assez scandaleux même d'un point de vue sur le fond, hein, qui en fait vous présume coupable de blanchiment, et c'est écrit comme ça dans le texte, si vous utilisez un dispositif d'anonymisation ou de préservation de la vie privée sur vos cryptoactifs. Alors, est-ce que tu peux détailler ce point-là? Alors, le détailler, ça va En être... restant le plus simple possible, parce qu'évidemment, c'est un petit peu Oui, alors complexe. je vais le détailler, mais la loi est aussi imprécise que ça. Donc, je peux le détailler effectivement pour donner des exemples, mais la Ok. loi n'est pas plus précise que ça. C'est juste une phrase comme ça qui dit exactement ce que je viens de dire. Donc, c'est l'utilisation d'un mécanisme technique de préservation de la vie privée ou d'anonymat alors, c'est pas interdit, mais par contre, vous êtes présumé coupable de blanchiment si vous utilisez ce type de mécanisme. Ce qu'on pourrait mettre derrière ce type de mécanisme, d'après l'interprétation de juristes et de gens qui sont dans le secteur de crypto, mais c'est grosso modo tout dispositif qui éviterait la traçabilité de la blockchain. Voilà, on peut le dire comme ça. C'est-à-dire soit des surcouches de la blockchain, par exemple, le réseau Lightning pour Bitcoin qui permet de faire des micro-paiements rapidement et à moindre frais. Sur le réseau Lightning, il n'y a pas de traçabilité. Et en plus, les échanges entre l'émetteur et le destinataire d'un paiement sont chiffrés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voir le montant qui a été échangé. On peut essayer de l'estimer, mais c'est très compliqué. Il faut être là au bon moment, au bon endroit, etc. Mais il n'y a pas de traçabilité a posteriori, à l'inverse d'une blockchain qui est comme un grand registre en fait, dans lequel on lit les transactions. Donc, quelque part, ce que tu sous-entends, c'est que la mise en application de cette loi interdit plus ou moins l'utilisation du Lightning. Alors, comme je dis, ce n'est pas une interdiction, mais ça va être une présomption de blanchiment par la justice. Et la justice se réserve le droit, dans ce cas-là, de saisir les fonds jusqu'à avoir la preuve, et qu'elle en soit intimement convaincue, que les fonds sont légaux. Oui, mais très concrètement, comment est-ce qu'il pourrait les saisir? Par exemple, chez un commerçant, on fait un paiement chez un commerçant. À la boulangerie, je paye ma baguette de pain en Bitcoin Lightning. Ok. Alors, il faut savoir que Lightning, c'est quand même utilisé... Bitcoin est utilisé par 15 000 commerçants dans le monde. C'est les chiffres de BTC Map, hein, pour donner des ordres de grandeur. Et environ 400 en France et 40 à Paris. C'est à peu près ça, les ordres de grandeur des commerces qui acceptent Bitcoin. Alors, je parle de commerce physique uniquement, parce qu'il y a aussi beaucoup de commerces en ligne également, hein. Donc ça, c'est uniquement les commerces physiques. Mais ça pose un problème parce qu'on utilise typiquement pas du Bitcoin on-chain sur la blockchain pour payer chez les commerçants. Pourquoi? Parce que le temps de confirmation, notamment des transactions, est long. Il est entre 10 et 20 minutes et un commerçant ne va pas retenir ses clients en lui disant « Attends, la transaction, elle n'est pas validée, je n'ai pas la certitude absolue de recevoir les fonds. » Donc, c'est pour ça le commerçant ne va pas retenir 10 ou 20 minutes ses clients. Donc, tout l'intérêt du Lightning. Il utilise Lightning, voilà, qui permet de faire des micro-paiements, une finalité en 3 secondes, des frais extrêmement réduits, etc. Je précise qu'on a d'ailleurs plein de vidéos sur le sujet du Lightning sur Surfing Bitcoin. Mais je replaçais un peu dans un use case classique, effectivement. Un juge qui ferait un peu de zèle pourrait très bien dire tiens, cet établissement, ce commerce nous semble un peu louche, on ne sait pas exactement d'où provient tout le chiffre d'affaires, et pourrait très bien dire je saisis tous les paiements en Bitcoin qui ont été faits jusqu'à ce que l'établissement puisse justifier de l'origine des fonds en Bitcoin. Et il aura beaucoup de mal puisque Lightning, c'est comme la monnaie des pièces et des billets. Il n'y a pas d'adresse de l'émetteur hein, ou du propriétaire en fait, de ces Bitcoins, hein. C'est exactement comme un paiement en espèces. Autrement dit, ça va être extrêmement difficile par la nature même de justifier de l'origine des fonds parce qu'on n'a pas l'identité de gens qui ont payé, pas toujours en tout cas, pour des petits paiements. Et donc, il y a une vraie problématique par rapport à ça. De la même manière que, par exemple, les journalistes, et c'est recommandé par des associations de journalistes, les journalistes qui font des reportages à l'étranger utilisent assez souvent des crypto-monnaies sur des scènes de conflit ou dans des régimes autoritaires pour payer leurs sources, pour payer du matériel, et utilisent des crypto-monnaies à anonymat renforcé, ce qu'on appelle anonymat renforcé. Donc, par exemple,
Bitcoin avec Lightning, mais aussi Monero. Et ça, c'est recommandé par des corps professionnels de journalistes, hein. Donc, c'est pas une utilisation criminelle, c'est qu'on conseille aux journalistes, voilà, pour ne pas laisser de traces, de ne pas utiliser de moyens de paiement dans les pays autoritaires, parce qu'on n'est pas censé savoir qu'ils exercent dans ces pays-là, et ils ne veulent pas avoir de rétorsion, ils ne veulent pas qu'on trace leurs sources non plus. Et donc, il faut aussi rémunérer les sources. Quand on est journaliste, typiquement, on a besoin d'anonymat. Bon, du coup, on a compris l'absurdité de cette loi. Et toi, justement, quand tu as vu cette loi sortir, comment as-tu réagi? Et je sais que tu as entrepris un certain nombre de choses. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, bah, moi je suis très sensible aux fuites de données, hein. J'en ai parlé, c'est mon métier depuis 20 ans, et je vois que les fuites de données explosent littéralement, notamment depuis un an en France. On a vraiment, avec le contexte géopolitique, on a des entreprises qui sont piratées toutes les semaines avec des fuites abominables de données, dont j'ai moi-même été victime, d'ailleurs sur plusieurs de ces fuites récentes, qui ont même été utilisées par des escrocs aussi. Et donc, bah, je trouve totalement anormal en fait qu'on ait des lois qui empêchent de protéger sa vie privée. Parce que là, il s'agit de l'initiative des gens et de les laisser protéger leur vie privée. Il ne s'agit pas, entre guillemets, d'imposer des choses à des entreprises. C'est empêcher les gens de protéger leur propre vie privée, et notamment quelqu'un qui va payer en crypto-monnaie, il n'a pas envie qu'on identifie de quel porte-monnaie ça vient et donc quel est le montant de son épargne. Moi, quand je paye mes courses en Bitcoin, je n'ai pas envie qu'on remonte la blockchain et qu'on trouve l'adresse de mon portefeuille et que derrière qu'on sache de combien j'ai de Bitcoin chez moi. C'est aberrant parce que l'argent liquide ne permet pas de le faire, la carte bancaire ne permet pas de le faire, et là on oblige les gens qui ont de la crypto à exposer non seulement toutes leurs adresses, mais aussi toutes leurs épargnes. Et ça, il n'y a pas que l'État qui peut le faire, puisque même la personne qui est derrière moi dans un commerce à la caisse, qui fait la queue derrière moi, qui entend le montant de Bien mon sûr. paiement on-chain, va pouvoir chercher un paiement de ce type de montant et va pouvoir voir publiquement quelles sont mes adresses et quelle est mon épargne. Donc ça, c'est totalement aberrant. Il faut que le payeur ait le moyen du choix de son moyen de paiement, mais aussi le moyen de protéger ses données personnelles et que ça se transforme pas en données publiques. Voilà. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu as entrepris pour lutter contre Alors, cette loi? ce que j'ai entrepris, j'ai écrit une tribune à l'INBI, à l'Institut national de Bitcoin, qui défend, on va dire, l'utilisation de Bitcoin pour la France, qui défend tout ce que pourrait pourrait apporter Bitcoin à la France pour les entreprises, pour le secteur de l'énergie, pour l'économie, etc., etc. Et donc, évidemment, on défend l'INBI chez Surfing Bitcoin, hein. Voilà. On ne se veut pas représentant des bitcoiners, mais on essaye d'expliquer au gouvernement et à la France quel peut être l'intérêt d'utiliser Bitcoin dans tous les pans de l'économie, on va dire. Voilà. Donc, ce n'est pas une association de consommateurs, autrement dit. Mais j'ai écrit donc une tribune et une lettre ouverte assortie d'une pétition. Et cette lettre ouverte, je l'ai adressée aux 3 rapporteurs du texte de loi, donc les 3 sénateurs qui ont écrit le texte de loi, ainsi qu'aux 11 présidents de partis à l'Assemblée nationale. Voilà. Et il y a eu une relative, on va dire, indifférence politique, hein. Il y a le Parti pirate qui a dit qu'il soutenait officiellement, via ses porte-paroles, cette initiative. Et j'ai reçu un courrier des Républicains, malgré tout. Il y a un D'accord. Ah oui? parti qui m'a répondu, Ok. qui est les Républicains. Je vais le divulguer très prochainement, Ok. parce que comme il s'agit d'une réponse à une lettre ouverte, je vais aussi rendre la réponse ouverte, hein. Ok. Et en gros, qu'est-ce En qu'elle 2 disait? mots, un premier paragraphe très gentil, comme quoi le président du parti me remerciait pour la finesse de mon analyse. Mais alors tout le reste, ça ne répond à aucune des questions que j'ai posées Ok. vis-à-vis des éventuelles anticonstitutionnalités de la loi, vis-à-vis de la vie privée des payeurs, vis-à-vis de la mise en danger des utilisateurs de crypto, notamment au risque d'enlèvement qui est prégnant en ce moment. Non, il y a un paragraphe de gentillesse, d'amabilité, et derrière, en fait, c'est une page et demie pour défendre la proposition de loi. Mais alors, comment ils défendent justement? Alors, c'est quoi leurs arguments? Parce que Bah, j'imagine qu'ils ont quand même des bons très, arguments, en tout cas. alors, malheureusement, très souvent, et je m'y attendais, c'est-à-dire que ils vont prendre. Moi, je citais par exemple
euh, la part de trafic illicite sur les cryptoactifs en Mhm. disant bah, ça représente 0,2%. Donc si on voulait vraiment mettre des lois qui soient proportionnelles au risque, Mhm. en fait on devrait passer 99,8% du temps, voire même plus, parce qu'en volume c'est 1000 fois plus, à faire des lois anti-blanchiment sur le fiat plutôt que se focaliser sur les crypto-monnaies en termes d'effort en tout cas. Et c'est mon domaine aussi parce que moi je fais de l'analyse de risque en Mhm. permanence quand je fais des audits de sécurité et je mets évidemment l'effort là où il y a le plus de récompenses au bout du fil et pas je ne veux pas me focaliser sur 0,2% de la menace pour réduire 0,2% de la menace quand je vais sécuriser un client. Ben, moi, j'ai cette approche-là. Donc, et eux, ils ont pris, plutôt que de dire, ils m'ont dit, oui, vous avez raison, c'est bien 0,2%, mais ça fait quand même 40 milliards par an et c'est insupportable, 40 milliards, c'est Ouais, donc beaucoup. c'est un peu d'hypocrisie dans leur Donc, réponse. c'est toujours prendre les chiffres dans l'absolu en disant dans l'absolu, c'est beaucoup trop, donc il faut Mhm. faire quelque chose. Il n'y a jamais de mise en perspective. Moi, j'ai essayé de faire des mises en perspective et en disant, voilà, il y a le pour et le contre. Et bah, le contre est largement majoritaire par rapport au pour de la loi. Non, non, eux, ils sont revenus sur les chiffres absolus et en disant que ça s'inscrivait dans une loi plus large, que c'était un ensemble cohérent, etc. Enfin, c'est un peu, voilà, on noie le poisson et on donne des chiffres absolus. Et il n'y a malheureusement eu aucune étude d'impact, que ça soit en Ouais, bien ou en mal. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que ça va rapporter, on ne sait pas ce que ça va coûter non plus. Et ça, il devrait y avoir des études d'impact quand on vote des lois bien sûr, aussi attentatoires en fait aux libertés, aux données personnelles et aussi risquées derrière pour la sécurité physique des gens. bien sûr. Voilà. En tout cas, nous, voilà, on va évidemment relayer cette lettre, même si quelque part, est-ce qu'il y a une utilité? Tu vois? Alors, Quelle serait il y a l'utilité? 60 députés, alors la gauche, les trois partis de gauche, hein, Mhm. qui ont déposé un recours au Conseil constitutionnel, effectivement, pour des articles attentatoires aux droits de l'homme, à différents. Enfin, voilà, ça monte très très haut, hein, parce qu'en fait, il y a des disproportionnalités de collecte de données, des impossibilités pour les gens de garder leur vie privée lors des paiements, ce qui s'est jamais vu jusqu'ici. Et en plus, une inversion de la charge de la preuve dès lors que vous utilisez voilà, des sidechains, des couches supérieures de Bitcoin, par exemple, hein. Donc il y a une inversion de la charge de la preuve aussi qui est très difficile à justifier et qui normalement concerne vraiment des exceptions dans le temps et dans l'espace, et Ok, là qui concerne toute la vie des gens, ok. Et donc, littéralement, et 10% des Français, hmm, puisque 10% des Français possèdent des cryptoactifs. Donc bien c'est sûr. une exception qui va s'appliquer à pendant toute la vie à 10% des Français, qui pour moi est pas du tout limité dans le temps et dans l'espace, comme inversion de la charge de la preuve qui était jusqu'ici autorisée pour vraiment, par exemple, des demandeurs d'asile pendant un très court temps, etc. Mais en etc. gros, très, très concrètement, qu'est-ce que le citoyen peut faire? Du coup, est-ce que, par exemple, à la prochaine présidentielle, est-ce qu'il peut justement faire porter ses idées à un parti politique pour éventuellement abroger cette loi? C'est ça, en fait, essaie d'être concret sur qu'est-ce que finalement le citoyen peut faire très concrètement, quelles sont ses actions politiques. Et que nous, du coup, on se fera une joie de relayer. Alors moi, au niveau de mes actions, tu parlais de la loi narcotrafic, je guetterai un juge qui dégaine cette loi dans le cadre d'un procès. Parce que à cette occasion, et c'est seulement lors de cette Cette occasion occasion-là. maintenant qu'on peut soulever une question prioritaire de constitutionnalité, et donc faire examiner ce texte en particulier au Conseil constitutionnel et éventuellement le faire invalider pour disproportionnalité. Ok. Mais après, Voilà. du coup, et pareil sur la prochaine présidentielle, est-ce que le prochain président pourrait abroger, en fait? Alors, ça va être très compliqué. La travel rule, en fait, elle est issue d'un paquet européen. Ok. Donc, c'est malheureusement pas qu'au niveau français qu'on peut agir. Sur la Là, travel rule, ok. Et sur voilà. la loi Et la loi narcotrafic? narcotrafic, c'est encore un peu plus compliqué parce qu'elle est issue. Alors, elle n'est pas issue d'un paquet européen. Elle est issue, en fait, d'un pseudo-accord du GAFI, Ok. donc du groupe d'action Ouais. financière. C'est 70 pays, si je dis pas de bêtises, environ. Et donc là, c'est même extra-européen, c'est plus que le nombre de pays européens. Ok, donc finalement, en gros, ce que tu C'était dis, pas une obligation de la France de l'adopter, mais comme souvent, la France fait figure de très bon élève ouais, et a ouais. tendance même à surtransposer la loi, c'est-à-dire à faire plus que ce qui était demandé. Donc finalement, le citoyen n'a aucun pouvoir. Donc là, c'est ça que tu dis. Finalement, on peut même le président, ce que tu dis, le futur président ou la présidente qui serait élue ne pourrait même pas abroger cette Alors, loi. j'en ai discuté avec des avocats et des juristes. Ok.
effectivement, je pense qu'il faut exercer les recours possibles, déjà en droit national, parce que c'est comme Mmh. ça que ça se fait, hein, donc en justice en première instance, en appel, voire en cassation. Et effectivement, quand on a épuisé ces recours nationaux, ensuite aller devant la Cour de justice européenne, parce que la Cour de justice européenne a Ouais, bah, notamment plusieurs articles qui contredisent directement les ouais, principes mais de après la loi on rentre narcotrafique. dans un millefeuille administratif et Mais finalement le ça va être citoyen, de toute façon très long. Voilà, ouais, c'est la difficulté, c'est que ça va être très long. OK. Bon, bah, du coup, malheureusement, en fait, il y a pas grand-chose à faire là-dessus, on ne peut que C'est pas subir. franco-français malheureusement, donc c'est des choses qui sont voilà, qu'il faut faire dans un ordre bien précis, après avoir épuisé toutes les voies de recours, passer à l'instance supérieure qui est hors du pays. Donc c'est voilà, C'est compliqué. ça va être long et compliqué quoi qu'il arrive, OK. malheureusement. Bon, en tout cas, on a beaucoup échangé aujourd'hui, sur les cyberattaques, sur, la surveillance de l'État et maintenant j'aimerais, qu'on puisse conclure cette vidéo avec les bons réflexes, finalement, pour, se protéger. Donc on parle souvent d'hygiène Mmh. numérique. Quels seraient justement les bons réflexes à avoir pour avoir une bonne hygiène numérique? Ton top 3. Alors, déjà, j'ai envie de dire de manière très générale, avant Mmh. d'aborder le top 3, il faut comprendre que la sécurité, c'est pas forcément très compliqué, première chose, et que, il faut, adopter des postures de sécurité progressivement. Il faut pas essayer tout de suite d'avoir une sécurité parfaite, parce que c'est un pas qui est infranchissable. Autrement dit, on progresse dans sa sécurité comme on progresse dans n'importe quel domaine, et c'est même valable pour moi, expert sécurité après 20 ans. On peut pas avoir tout de suite, tous les réflexes, tous les outils et adopter toutes les bonnes pratiques, parce que c'est très difficile de travailler, de bouger, de faire quoi que ce soit, si on se met toutes les barrières et les bâtons dans les roues d'un coup. Donc il faut y aller progressivement et par exemple toutes les semaines ou tous les mois adopter un outil ou un réflexe supplémentaire. Donc vraiment y aller progressivement, j'insiste là-dessus. OK. Sinon, c'est intenable, en fait. OK. Donc voilà, il faut être progressif dans sa démarche sécurité, de D'accord. monter un peu les échelons. Et après, on va dire il y a 80% de bonnes pratiques, enfin, on va dire plutôt 20% de bonnes pratiques qui font 80% de la sécurité. Donc, autrement dit, avec peu de mesures de sécurité, mais les bonnes, on va tout de suite pouvoir avoir une bien meilleure sécurité. OK. Alors, évidemment, les mots de passe, je dirais, et notamment la bonne mesure de sécurité globale pour les mots de passe, pour régler tous ces problèmes de mots de passe d'un coup, c'est d'adopter un gestionnaire de mots de passe ou un coffre-fort de mots de passe. OK. On a des outils comme KeePass, par exemple, qui sont open source, gratuits, qui existent sur toutes les plateformes. Donc moi, j'utilise à la fois sous Windows, sous Linux et sur mon smartphone voilà, OK. Android. C'est des variantes de KeePass, hein, mais qui sont toutes open source et elles sont toutes compatibles aussi. L'idée, c'est de se faire un coffre-fort avec tous ces mots de passe. Ça règle tous les problèmes d'un coup. Alors, quel problème ça règle? Les mots de passe dont je ne me souviens pas, les procédures interminables de j'ai oublié mon mot de passe, les procédures interminables de trouver un mot de passe suffisamment complexe en mettant des caractères spéciaux, des minuscules, des majuscules, des lettres, voilà. Parce que KeePass va générer des mots de passe aléatoires tout de suite de bonne complexité, de longueur que vous voulez, et Mmh mh, mmh. en utilisant tous les types de caractères, et en même temps en évitant les caractères qui se ressemblent tout seuls. Donc par exemple C'est le clair. 0 et le O, il ne va pas les mettre dans Bien le mot de sûr, ouais, passe. ouais. Donc tout ça, il va le faire tout seul. Donc vous n'aurez plus de problématique de générer des mots de passe suffisamment longs, suffisamment complexes. Vous n'aurez plus de problématique qui soient tous différents. Parce que ça, c'est une attaque très fréquente hein, dans les fuites de données. Quand on récupère un mot de passe d'un service, ben, en fait, ce que fait un attaquant, c'est qu'il va tout de suite essayer sur tous les services où vous êtes inscrit ou qui supposent sur lequel vous êtes inscrit, réutiliser ce mot de passe. OK. C'est ce qu'on appelle du passport spraying, donc c'est OK. l'étalement de mot de passe en anglais. C'est qu'on va essayer à partir d'un mot de passe de le réessayer partout pour voir si par hasard il ne Bien sûr. marcherait pas à un autre endroit. Et ça, c'est très très courant. Donc la bonne pratique pour ça, c'est d'avoir des mots de passe partout différents. OK. Comme ça, en fait, une fuite de données n'impacte pas la sécurité d'un autre site. OK. Ce qui Très clair. traditionnellement est déjà le cas avec beaucoup de gens parce qu'ils mettent Ouais, souvent ouais, le bien même sûr. mot de passe à plusieurs Mmh. endroits. Donc il suffit que l'endroit le plus faible se fasse pirater Mmh. pour pirater les sites les plus forts. Et ça, c'est OK. plus gênant parce que les sites les plus forts, ça peut être
votre adresse Bien mail, sûr, par bien sûr. exemple, votre compte bancaire ou un compte beaucoup plus sensible. Ok. Et notamment, il faut porter un intérêt tout particulier à votre adresse mail, puisque l'adresse mail permet la fonction j'ai oublié mon mot de passe. Bien sûr. Donc l'adresse mail doit être en tout premier lieu hyper sécurisée. Donc premier réflexe, le coffre-fort de mots de passe pour générer les mots de passe, les enregistrer, avoir suffisamment de complexité Ok. et ne plus avoir ce problème de mots de passe à générer, à stocker, à se rappeler. Ok. On a Donc ça, juste c'est le number une one. phrase de passe à se rappeler qui déverrouille le coffre-fort à mot de passe. Mais moi, typiquement, j'ai 1500 mots de passe sur Internet. Ouais. J'en en ai vu même aucun parce qu'en fait, ils sont générés derrière des étoiles. Ok. Donc, je ne les ai même pas vus une seule fois. Et je fais juste un copier-coller, donc je n'ai pas à les taper. Ok. C'est-à-dire qu'on peut utiliser le copier-coller du coffre-fort de mot de passe vers son navigateur, ou même il y a des macros, c'est-à-dire des raccourcis clavier qui vont saisir automatiquement dans les formulaires le login et le mot de passe et ça écrit tout seul. Et ça va beaucoup plus vite que de les écrire même à la main, tout en étant beaucoup plus sécurisé, Ok. en n'ayant pas le problème de complexité ou de s'en rappeler. Donc vraiment, numéro Alors, 1, numéro un, coffre-fort, il gère tous les problèmes liés au mot de passe. Vous Ok. en avez Après, sur les deux autres, sois un petit peu plus concis. Sur les deux autres. Deuxième procédure, mettre en place de l'authentification forte. Idéalement, il y a de plus en plus de sites qui le Donc ça, qui c'est le le gèrent. fameux tout est fait. Voilà, alors ça s'appelle soit MFA, Multi-Factor Ah. Authentication, soit 2FA. Et généralement, la forme la plus simple que ça a, c'est un code de 6 chiffres qui change tous les 30 secondes. Ça. Donc, si vous avez une application sur votre téléphone, par Donc c'est exemple, souvent Google Auth, par exemple. ou OT ou OT, d'autres. voilà. Voilà. Alors, je ne recommande pas forcément Google Auth, mais plutôt des logiciels open source. Ok. Parce que Google Auth, c'est très difficile d'exporter, donc de faire une sauvegarde. Et en plus, vous avez un risque qui est que vos mots de passe se retrouvent aussi sur le cloud. Donc, il vaut mieux Effectivement. passer par Ok. des solutions open source. Mais grosso modo, c'est générer un code supplémentaire par rapport au mot de passe qui change tous les 30 secondes et qui est de 6 chiffres. Et vous avez une application qui vous affiche les 6 chiffres du moment pour chaque site sur lequel vous voulez connecter. Ok. Alors, et ce qu'il faut préciser, c'est qu'il faut éviter de faire un tout est fait avec son SMS. Voilà. Et C'est important parce que c'est pour ça que je précise qu'il faut que ça soit sur votre téléphone. Déjà parce qu'il ne faut pas que ça soit sur l'ordinateur, donc idéalement à un autre endroit. Donc, par exemple, votre coffre-fort mot de passe, il est sur votre ordinateur et votre générateur de code à usage unique, il est sur votre téléphone. C'est deux endroits différents, ce qui fait qu'on ne peut pas compromettre les deux facilement. Si un endroit est compromis, l'autre ne l'est pas. Donc, c'est vraiment du deux facteurs parce qu'on a deux endroits où réside. Ok. Et en plus, si votre mot de passe fuite, eh ben en fait, l'attaquant n'a pas le code à 6 chiffres du moment et donc ne peut pas utiliser votre mot de passe. Donc c'est à ça que ça sert. Ça sert à éviter que votre identité soit usurpée, ce deuxième facteur. Et effectivement, il ne faut pas qu'il soit par SMS puisque le SMS est très peu sécurisé. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais le SMS dans beaucoup de pays est envoyé en clair, est facilement usurpable. Ok. Et du coup, le dernier conseil, ce serait quoi ? Le dernier conseil, ça serait d'utiliser un gestionnaire de mise à jour pour ces applications, de centraliser la mise à jour de ces applications au même endroit. Ça existe beaucoup sur les systèmes Linux, Mac, etc. C'est un peu moins utilisé sur les systèmes Windows, mais il y en a plusieurs. Et ça te protégeait en quoi ? Parce que ça, c'est... Alors, l'idée, c'est de ne pas avoir à télécharger ces logiciels sur Internet, sur un site un peu bizarre, d'une bibliothèque de logiciels ou autre. Ok. L'idée, c'est d'aller chercher les logiciels et les mises à jour de logiciels directement chez l'éditeur et qu'en plus, ces mises à jour-là, elles soient vérifiées en termes de signature électronique. C'est à ça que sert un gestionnaire de package. Et par exemple, sous Windows, on a Chocolaté, par exemple, citons-le, hein, Ok, il y en a ouais. plusieurs, mais qui a une interface graphique sur laquelle on trouve toutes les applications qu'on a installées. Et déjà, c'est plus facile à installer via cet outil-là, parce c'est un store d'applications, grosso modo. Donc c'est comme sur son téléphone, on peut installer toutes les applications depuis ce store. Déjà, il n'y a que des sources de confiance qui sont dans ce store-là. Ok. Donc on ne risque pas de télécharger un logiciel malfaisant. Ça, pour le coup, alors après, je me mets à la place des gens, ça paraît quand même un peu trop sophistiqué comme truc, parce que même toi, du coup, est-ce que tu as des gens... Moi, c'est la première fois que j'entends ça. C'est pas du tout sophistiqué, c'est vraiment le principe de magasin d'applications comme on a sur son téléphone. Je jure, c'est la première fois sur ton téléphone, tu as un magasin d'applications, que tu sois Ok. sur la pomme ou sur le système Android. Ouais. Là, c'est le même principe en informatique. C'est un store d'applications avec des icônes et tu cliques sur les logiciels que tu veux installer. Tu veux installer, je sais pas, Firefox, tu cliques sur Firefox.
Comme ça, tu n'as pas à aller chercher manuellement sur Internet, tu risques pas de le télécharger d'une mauvaise source, déjà d'une part, parce qu'il n'y a que Ok. des logiciels de confiance. Et en plus, toutes les mises à jour se font de manière centralisée. Tu peux dire, il faut que je mette à jour mon système. Donc plutôt que de mettre à jour chaque application une par une, tu fais tout mettre à jour depuis le Ok. store et tu te retrouves avec tout ton système qui est propre. Ok. Bah écoute, je le note. Et après, moi aussi, ce que j'attendais un petit peu plus comme réponse, a priori, pour que ce soit plus concret Eh ben, pour les gens, dis-moi. c'est justement pour la partie discrétion, l'hygiène Ouais. numérique, parce que retournons et on va conclure là-dessus. Après, c'est la vie privée Euh, plus. voilà, c'est-à-dire que j'ai des bitcoins, voilà, effectivement, comment je fais en sorte d'être discret, parce qu'effectivement, on a vu que récemment, on a eu un certain nombre d'événements avec des enlèvements, etc. Comment concrètement on peut se protéger contre ça? Et quels sont les... Voilà, c'est le conseil, c'est la discrétion. Bien Qu'est-ce que sûr, tu... bah, ça va être tout ce qui a trait à la vie privée. Alors, il y a plein de choses qui vont être plus ou moins de bon sens ou pas, hein, mais il faut quand même les rappeler. Ouais, Déjà, éviter de dire qu'on possède des bitcoins ou des cryptos, hein, le dire en public, il faut évidemment évidemment. pas le dire. Juste le cercle proche et encore, voilà. Ça peut même fâcher vos proches si vous dites que vous en avez, donc il n'y a pas d'intérêt de voilà, le moins le dire possible, évidemment. Dans les meet-up, bah, ne pas donner son vrai nom. Vous pouvez utiliser un pseudo, hein. Il y a Moi, je fréquente beaucoup de gens, je connais absolument pas même leur vrai prénom. Ok, Parce que je les appelle par leur pseudo et j'ai pas la moindre idée de leur vrai prénom, pour être honnête. ok. Et donc, ça, c'est une bonne pratique aussi dans les événements. Donnez votre pseudo. Après, ça, c'est un peu geek, si tu veux. Après, je parle vraiment des gens. Moi, je parle de mes clients. Je les vois mal donner des pseudos, si tu veux. Alors, dans Enfin, le monde professionnel, ça sera un petit peu différent, ouais, ouais. évidemment. Ça, Après, comme je disais, parce pour les, qu'effectivement, dans le monde Bitcoin, les mecs non, mais s'appellent là, un je peu parlais par plutôt leur... dans les mondes communautaires, dans ces Ouais. cercles voilà, d'amis ou de communautés. Après, moi, je parle, par exemple, aux clients de Stack Insat. Si tu veux, les clients de Stack Insat, ils vont pas s'appeler par des pseudos. Enfin, c'est plutôt rare, quoi. Ah, mais Tout ceci ça. dit, moi, je connais plusieurs utilisateurs de Stack Ouais, Inside, je connais pas leur prénom eh et ben, ils me parlent c'est avec un vrai, des pseudo. pseudos. Bah Ok, voilà. ok, 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 ok. Pour les entreprises, on peut utiliser, je le disais, des adresses de domiciliation, donc des boîtes aux lettres. Ça coûte 10 ou 20 euros par mois, mais ça permet d'avoir une boîte aux lettres postale qui n'est pas l'adresse soit où on exerce, soit où on vit quand on est auto-entrepreneur. Parce que malheureusement, quand on est auto-entrepreneur, il y a une inscription automatique au registre des commerces et sociétés. Et donc, on peut trouver l'adresse physique de la personne qui est bien souvent son adresse de domicile, Oui, quand on est ok. une micro-entreprise en particulier, hein. Voilà, sur des sites officiels hein, comme Infogreffe par exemple. Donc, bien que maintenant il va y avoir une option de masquer, c'est quand même Effectivement. une petite victoire qui a été obtenue, mais c'est pas grand-chose, hein. Mais pour les micro-entrepreneurs, il y aura la possibilité de masquer Ok. son adresse de domicile. Voilà, mais c'est évidemment loin d'être suffisant parce que, comme on l'a vu, en fait, ce sont souvent les proches de la victime qui Bien ont sûr. été pris et pas la personne elle-même, malheureusement. Ok. Non, Donc non, c'est mais utiliser de la domiciliation, voilà, c'est être très discret sur le fait de posséder et évidemment pas flamber sur les réseaux sociaux avec des signes après, extérieurs de c'est vrai richesse. que... Il faut s'habiller simplement, ne pas faire de la promotion de tous ces voyages, de toutes ces C'est ça, voitures, toutes ces montres. Éviter le port de signes distinctifs Bitcoin également. bien sûr. Mhm. Il faut être discret ou être vraiment sur le clin d'œil avec des choses qu'on va dire des private jokes un petit peu comme Ok. bah, j'en parlais tout à l'heure, mais l'infini sur 21, voilà, qui est moins visible qu'un logo Bien sûr. Bitcoin peut-être et qui va être moins tape à l'œil en tout cas. Ok. Voilà. Écoute, merci Renaud. J'espère en tout cas que ce podcast vous aura plu, vous aurez appris beaucoup de choses. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi de t'interroger Plaisir aujourd'hui partagé. sur bah, les sujets d'arnaque et d'hygiène numérique, qui sont évidemment des sujets très importants aujourd'hui. Donc merci à toi Renaud. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour le prochain podcast de Surfing Bitcoin. Salut!